Comme promis, donc on enchaîne sur les interviews avec des candidats à l'occasion des élections législatives. Vous savez, pour les connards comme moi qui capitalisent dessus, qui se font de la YouTube monnaie dessus, c'est top, il se passe tout le temps plein de trucs. On a donc la chance de recevoir une candidate aux élections législatives ici dans le Nord. Donc c'est avec Madame Ophélie Delnest. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, Ophélie Delnest, du coup j'ai 29 ans, je suis une militante de gauche de longue haleine. J'ai déjà été candidate en 2022 sur la 5e circonscription du Nord, donc il y a une circonscription qui va de l'Équin à la Bassée, et à l'époque j'avais perdu face au RN au second tour à 1%. Aujourd'hui, avec la création du nouveau Front Populaire, j'ai été réinvestie de candidate sur ma circonscription. Voilà, et moi je suis seclinoise à l'heure actuelle. Alors donc déjà merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, moi je voulais t'inviter de base parce que quand moi je regarde très peu la télévision, en général c'est sur YouTube des extraits comme ça. En fait, ce que je supporte pas, c'est t'es comme ça face aux journalistes et il te dit alors j'ai vu que votre collègue monsieur Michel Dupont a dit qu'il préférait la saucisse à la fricadelle. Ça veut dire que vous détestez les Flamands? Qu'est-ce que vous avez contre les Flamands? Est-ce que ça veut dire que vous êtes nazi, Madame Delnest? Tu vois, ce genre de truc. Enfin, je supporte pas. Donc c'est pour ça que je préfère donner cette plateforme pour permettre à Madame Delnest ici présent de pouvoir qu'on puisse aborder des sujets de fond final. Donc j'ai préparé plein de questions. Ça va pas être des questions partisanes. Vous savez, moi sur ma chaîne j'essaie d'être partisan. Des fois j'y réussis, des fois pas trop. Mais là c'est des questions que moi je voulais poser, que ce soit par pure curiosité ou alors parce que ça s'inscrit dans le thème. Donc on va commencer par la première question. Ou déjà Ophélie, je te pose la question, est-ce qu'il y a une mesure que tu préfères ou que tu considères que c'est une mesure qui vaut le coup d'être détaillée? Pour moi, la mesure la plus importante à l'heure actuelle, c'est de décréter l'état d'urgence sociale. Et dans cet état d'urgence sociale, il y a les 10 premières mesures de notre programme dans lesquelles il y a la revalorisation du SMIC, l'indexation des salaires, l'indexation des retraites, sur l'inflation, le blocage des prix, les produits de première nécessité, le blocage des prix de l'énergie. Toutes ces choses-là, en fait, qui vont permettre aux gens de souffler parce qu'ils étouffent à l'heure actuelle. Pour moi, c'est ça, c'est décréter l'état d'urgence sociale parce que on le voit, les gens n'en peuvent plus, quoi. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça, ils s'en sortent plus à la fin du mois. Ça fait depuis très longtemps qu'on le voit, mais là surtout avec l'inflation, pour 50 € de course, on peut acheter 3 fois moins de choses. Donc voilà, je comprends que ce soit genre un thème qui soit particulièrement prégnant, mais je veux rajouter quelque chose. Ouais, mais en fait, c'est même plus seulement les classes populaires ou les classes qui étaient déjà. Voilà, il y a un déclassement aussi des classes moyennes. Il y a les classes supérieures aussi qu'on voit se dire, je vais faire des limitations sur les plaisirs de la vie, etc. Parce que même eux ressentent cette chose-là. Et ça empire, plus on descend, plus ça empire. Et c'est terrible à voir. Et à entendre, surtout quand on va rencontrer les gens, c'est tout le monde est touché par ces questions-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas uniquement une question des gens qui sont vraiment très pauvres, des gens qui sont SDF. Non, vraiment, il y a des gens qui sont en classe moyenne, qui ont abandonné une consommation, donc quelque chose qui est très important, soit un équipement, l'électroménager, une voiture, même un appartement. Il y a des gens qui peuvent plus acheter ce genre de choses parce que voilà, il y a de l'inflation. Donc voilà. Donc on passe à la question suivante du coup. Parmi, donc je vous disais, on est en train d'assister à quelque chose d'assez historique, d'assez incroyable. Donc on a surtout la percée du Rassemblement national qui est un des arguments qui est mis en avant par les candidats du nouveau Front Populaire. Ils disent voilà, on veut faire en sorte que le RN n'arrive surtout pas à Matignon. Donc c'est pour ça que, là honnêtement, on a vu des partis qui se détestaient d'un coup se rassembler, toutes les luttes de Chapelle, tout ça c'était terminé, d'un coup ces partis se sont rassemblés et aujourd'hui c'est la deuxième force politique dans les sondages et encore faut se méfier des sondages, faut se méfier des sondages. Du coup donc à part l'avancée du RN, comment est-ce que tu pourrais expliquer un tel engouement, un tel enthousiasme pour le nouveau Front Populaire? Pour la première fois, je pense, de l'histoire de la gauche, on va au-delà même de la gauche. C'est-à-dire que la gauche de bout en bout est rassemblée. Mais au-delà de ça, les syndicats, les associations, des figures sont rentrées et ont soutenu ce nouveau Front Populaire, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. On voit pour la première fois de son histoire la CGT appelée à voter pour le nouveau Front Populaire. Alors que la CGT, normalement, est apartisane. C'est quand même un moment
qu'on voit historique, avec ce lissage de l'image du RN qui est survenu depuis ces 20 dernières années. Je veux dire, en 2002, Chirac-Le Pen, 1 million de gens dans la rue, tout le monde savait que Le Pen ne passerait pas. Et là, il y a un sursaut quand même, parce qu'on voit progressivement que ça monte. Les députés RN, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, n'ont fait qu'augmenter, avec en 2022, pour la première fois de l'histoire, 89 députés RN, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Et là, ils sont aux portes du pouvoir. Et au-delà de cette inquiétude-là, il y a cet engouement, oui, pour cette gauche rassemblée, parce qu'elle porte un espoir de changement profond, parce qu'on le sait, la droite, l'extrême droite votent les mêmes choses, et c'est cet espoir d'un meilleur pour demain, pour tout le monde, clairement. Et le fait que les partis de gauche se soient rassemblés comme ça, je pense que rien que ça porte un certain engouement. Je pense qu'il y a des gens qui n'attendaient que ça. Mais on le voit par exemple, parce que moi j'avais déjà des militants en 2022 qui ne se trouvaient pas dans un parti forcément, ni chez les écolos, ni chez le PS, ni à l'AFI, ni nulle part. En fait, ils se revendiquaient de gauche simplement et pas partisans d'aucun parti. Eux, ils avaient des valeurs de gauche, des valeurs sociales, des valeurs humanistes, et ils avaient envie de cette gauche rassemblée pour militer et pour se retrouver. Et il y en a beaucoup qu'on rencontre qui ont juste ces valeurs-là et qui ne sont pas partisans. Et là, d'avoir cette gauche ultra rassemblée, encore mieux qu'en 2022, vu l'urgence que de la montée du RN, ça prouve quelque chose. Et tous ces gens-là qui ont des valeurs fondamentalement de gauche nous rejoignent aussi. Et donc, on peut passer du coup à la question d'après. Donc, c'est une des choses. Alors, parmi les choses qui ont fait le plus débat par rapport aux mesures qui sont proposées par le NFP, il y a bien sûr la question d'une potentielle surcharge budgétaire. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens utilisent. Donc il y a les fameux, j'ai tellement vu ça que je l'ai retenu par cœur, c'est 233 milliards de dépenses supplémentaires. Et je pense que ça pourrait repousser certaines personnes au moment où, même s'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement politisés, ben ils vont se dire, oh là là, attention, les dépenses publiques, attention. Donc c'est des gens qui vont être libéraux par défaut, sans même le savoir. Donc ces gens-là, comment est-ce qu'il serait possible de les rassurer pour faire en sorte qu'ils votent pour le NFP ? Moi, je vais te dire un truc simple, tu vois. Moi, j'ai pas été élu en 2022, mais j'ai continué à militer et j'ai continué à rencontrer plein de gens. Et là, d'autant plus, depuis ce début de campagne express, ce que je vois, les gens se posent pas la question de la surcharge budgétaire. Ils s'en fichent, en fait. Leur seule problématique, c'est de finir les fins de mois. Une question d'une surcharge budgétaire, elle inquiète qui ? Elle inquiète en fait la droite, l'extrême droite, elle inquiète le grand patronat. Surtout. Le MEDEF. Et en fait, c'est un argument qui essaye de faire peur aux gens en disant mais en fait c'est un programme qui est infinançable. On est le seul programme qui est chiffré. Là où les autres font des belles promesses, des belles choses, on a un programme qui est chiffré de bout en bout. Avec, voilà, on sait nos dépenses, on sait nos recettes et on est soutenu par des économistes et pas n'importe quels économistes, des prix Nobel d'économie. Voilà. Là où les autres font des belles promesses et reviennent à foison dessus, on a quand même, nous, le seul programme qui est chiffré, qui est applicable à partir du moment où nous sommes au pouvoir. Là où les autres n'ont que des belles paroles. Là où, ce qui fait aussi ce dégoût des gens pour la politique, parce que les gens pensent, avec ces belles paroles, un changement de vie. Mais nous, on a un programme qui est chiffré, qui est applicable. Je t'ai posé la question parce que c'est vrai que les gens, en fait, ils le savent pas. Bon, c'est un peu triste à dire, mais la plupart des gens, ils vont pas lire les programmes. Ils vont pas savoir quelles mesures. Même des gens, je pense que parmi beaucoup de gens qui votent le RN, ils ne votent pas le programme du RN. Ils veulent juste voter en fonction de certaines de leurs idées. Les gens qui veulent, ou alors les gens qui disent, par exemple, le RN, on n'a jamais essayé. Oui. Donc voilà. Et les gens qui votent Macron, je suis quasi sûr que la quasi-totalité n'ont pas lu le programme. C'est juste que. En même temps, Macron n'a pas de programme et ça a été le cas surtout. On l'a attendu tellement longtemps ce programme, donc il n'en a pas. Il a joué des médias, de l'image, etc. sans programme derrière. Et nous avons un programme et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et moi je le vois en porte-à-porte. La semaine dernière j'ai croisé un homme et vraiment je me disais mais c'est vraiment un homme qui devrait voter à gauche et qui vote RN mais par désespoir. Sa femme a eu un cancer du sein, elle a été en arrêt maladie longue durée, elle travaille chez Auchan, donc chez Mullier, un grand patron qui a des dividendes monstrueuses, lui est artisan, il doit un peu compenser le salaire très maigre de sa femme.
Et en fait, quand on lui dit, mais le RN a voté contre la prise en charge à 100% du cancer du sein pour la femme, c'est la gauche, c'est nous qui avons porté ces mesures, etc. Lui est étonné parce qu'il ne pense pas que le RN vote contre ses intérêts. Et le jeu médiatique fait une grande part dans ces gens qui votent RN. Mais la plupart, parce qu'on dit, voilà, c'est des fachos, le RN. Oui, peut-être les élus, peut-être ça, oui. Ça, je vais pas vous mentir, j'en ai croisé beaucoup, on va pas se mentir là-dessus. Mais par contre, les gens, c'est juste désespéré, quoi. C'est vraiment, je m'en sors pas et je cherche quelque chose à quoi me raccrocher, pour le coup. Ouais. Et là, je passais un peu du coq à l'âne, mais il y a un discours qui s'est beaucoup instauré chez les centristes, chez la majorité présidentielle, la majorité à 18%. Oui. Donc c'est cette idée que les deux extrêmes, donc le NFP et le RN, apparemment c'est la même chose. Moi faut regarder mes vidéos, j'ai toujours combattu cette idée parce que c'est complètement faux, c'est incomparable. Mais justement, le président il s'acharne à dire voilà, les extrêmes sont aux portes du pouvoir, comme si c'était l'URSS en fait, quelque part. Donc d'après toi, pourquoi est-ce qu'il s'acharne avec ce discours qui visiblement c'est un discours minoritaire en France? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne à dire ça? Est-ce que c'est une espèce d'allergie du centrisme à tout ce qu'il considère comme extrême, ou alors est-ce que tu penses que c'est une tactique en fait? Après, les centristes, on pourrait les appeler les extrêmes libéraux. Ils ont pratiqué une politique pendant 7 ans d'extrême libéralisme qui a cassé nos acquis sociaux, qui a cassé toutes ces choses pour lesquelles on s'est battu pendant tellement longtemps et qui font qu'aujourd'hui les gens tirent la langue simplement. Et on peut les appeler eux extrêmes centraux. Mais nous, on le sait, on était reconnus par le Conseil d'État comme étant de gauche et non d'extrême gauche parce qu'il y a une extrême gauche qui existe. Et ce sont les anarchistes, ce sont qui sont des partis d'extrême gauche. Nous n'en faisons pas partie. Et quand vous comparez par exemple des programmes de Mitterrand, etc. en 80, on n'a pas un programme qui est impossible à faire. On a un programme qui est censé nous placer sous le joug de l'extrême et nous mettre pied à pied avec l'extrême droite. C'est aussi le jeu de faire peur. Et Macron et les centristes cherchent finalement à récupérer ces voix-là en leur disant voilà, on va faire peur avec ces deux extrêmes. Et finalement, l'extrême droite ne fait plus si peur que ça puisqu'on a tellement adouci son image qu'on n'imagine pas ce que peut être une extrême droite au pouvoir. Et nous mettre sur le même pied d'égalité, c'est vraiment dire voilà, on va faire peur aux gens. Les deux, ça va être horrible. Votez pour nous puisque nous, on est la raison. Et en fait, c'est juste un programme ultralibéral qu'ils vont continuer à appliquer. Ils vont continuer à casser ces acquis sociaux. Concernant l'extrême droite, on sait ce que va donner l'extrême droite. Et en 2022, moi je vais prendre mon cas personnel, quand j'étais candidate en 2022, je finis au deuxième tour face au RN, la droite LR et la Macronie, le maire de la Bassée sous l'étiquette macroniste, ont refusé d'appeler à voter ni à l'un ni à l'autre. Et déjà en 2022, on avait déjà ce discours des extrêmes. Et ça se ressent en fait dans les votes. En 2022, on avait doublé le niveau de vote blanc comparé au niveau national. Donc, ce discours des extrêmes se ressent dans les votes. Et de faire peur comme ça aux gens, en fait, ça s'applique dans les votes. En effet, moi je pense que c'est une tactique parce que, mais moi j'avais fait une vidéo dessus. D'ailleurs, je trouve que c'est irrationnel en fait parce que si ça marchait, ça se saurait. Enfin, si ça marchait, peut-être qu'il serait plus haut dans les sondages, peut-être que Macron n'aurait pas perdu autant de popularité. En plus, on a vu, je pense qu'on a vu peut-être justement cet engouement pour le NFP, c'est qu'on a vu Macron, il a eu beaucoup de promesses, il a fait beaucoup de promesses, mais on a vu ce que ça a donné. Macron, c'est un gars, je comprends pas comment il a fait. Il a précarisé les plus pauvres, mais il a augmenté les dépenses de l'État. Je sais pas comment il a fait ça. Il est fort pour ça. Mais en fait, oui, Macron joue de ce jeu-là et depuis très longtemps. Et là, d'avoir cette gauche, il a dissolu l'Assemblée. Personne s'y attendait. Tout le monde, même son gouvernement a été contre. Et il fait ça sur un coup de tête, comme beaucoup de choses qu'il fait, qui lui est beaucoup reproché, pour le coup. Et au final, il fait cette dissolution. Et il s'attendait pas en fait à cette gauche rassemblée. Il pensait la gauche divisée après les européennes et après les scores de Glucksmann qui passent en tête. Et il s'était dit c'est le bon moment pour frapper et de revenir en force, etc.
malgré sa défaite personnelle au niveau du gouvernement aux européennes. Il s'est dit, voilà, c'est le bon moment. Et en fait, cette gauche qui s'est très vite rassemblée, tous unis, voilà, sous un même programme, ils s'y attendaient pas. Et maintenant, on le voit dans les médias, ils tapent d'autant plus, voilà, sur le NFP parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et ils ont peur de cette montée. Parce que là, il y a deux blocs qui s'opposent, clairement. Il y a la gauche et il y a l'extrême droite. Et Macron a peur, pas de l'extrême droite, mais de la gauche. Parce qu'il sait que de toute façon, l'extrême droite votera la même chose que lui. L'extrême droite ne lui fait pas peur, ce sont des libéraux, tout comme lui. Il y a plein de gens de LR, je crois que c'était, comment il s'appelait le petit là, François-Xavier Bellamy, je crois. Il avait dit qu'il ne voterait jamais pour le NFP, qu'il préférait voter pour le Rassemblement national. Alors que justement, LR, ils ont complètement implosé à cause de cette question. Hein. C'était incroyable. Comme quoi, bon, les partis qui se disent on est rempart face aux extrêmes, ils finissent par pas tenir très longtemps. Mais du coup, justement, par rapport aux gens qui ont peur, parce que là, on parle quand même des citoyens qui vont justement aller voter dans leurs circos et leurs circonscriptions, parce qu'il y a des attention, il y a une espèce de novlangue politicard. Du coup, faut expliquer. Donc une circonscription, c'est un territoire où tu vas aller voter pour élire ton candidat. Voilà. Donc le constat est unanime au fait aujourd'hui, c'est que la gauche a perdu les classes populaires de la France périphérique. Donc comment est-ce qu'on peut repartir à la conquête de cet électorat perdu, surtout dans le Nord? Alors que le Nord, c'était pas historiquement, mais dans l'histoire moderne, donc à post-révolution française, c'était très largement, c'était des bastions de gauche. Hein. Vraiment, c'était des bastions de gauche. C'est normal avec, là ça va parler qu'aux gens qui sont du coin, mais il y avait des ouvriers du textile, il y avait de la mine, il y avait beaucoup d'immigrés polonais, même des immigrés italiens qui sont venus au 19e siècle. Donc ça a fait des bastions ouvriers comme ça qui ont voté, qui étaient très syndiqués, qui ont beaucoup voté à gauche. Et aujourd'hui, on voit que le RN prend de plus en plus de place dans le Nord. Donc comment est-ce qu'on va faire pour ces classes populaires de la France périphérique? Comment est-ce qu'on va réussir à les reconquérir d'après toi? Bah oui, en fait, le début de ta question, c'était un peu, on les a perdus. Pour moi, on les a pas perdus. Voilà. Et la fin de ta question, c'est vraiment ça. Il faut aller les reconquérir. Parce que oui, il y a eu une gauche qui a déçu. Et voilà, il y a eu une politique de gauche qui a été... Bon, on connaît l'histoire de la gauche. Et la gauche a déçu et ça s'entend et ça se comprend. Et ils se sont aussi tournés vers le Rassemblement national parce qu'ils ont été déçus de cette gauche. Finalement, il y a une suite... avec Macron derrière, etc., mais qui s'est bâti sur les piliers d'une gauche qui a trahi, clairement, qui a déçu. Et aujourd'hui, il faut aller les reconquérir, aller parler avec eux et leur dire que oui, le Rassemblement national n'est pas une solution. Et il faut retrouver et reprendre contact. Après oui, le Nord était un gros bastion industriel et en fait était très florissant. Et dans ce florissement du Nord, on avait des bastions ouvriers. Mais le Nord, malheureusement, a eu une désindustrialisation, une montée du chômage, de la pauvreté, etc. Et avec cette gauche qui a déçu, se sont retrouvés soit des gros dégoûtés de la politique finalement, qui se sont dit mais moi je vais plus voter, ça sert à rien, de toute façon c'est tous les mêmes, on l'entend ce discours-là, et on le comprend et on le conçoit, ou soit partent vers le RN en se disant ça va être la solution parce que oui, ils lissent leur image, ils font des belles promesses. Pour la droite, ils se font passer pour de la droite. Et puis, en fait, pour les classes populaires, se font passer pour de la gauche, qui vont reprendre des mesures de gauche, se faire passer pour de la gauche et dire, voilà, on va vous aider, etc. Alors qu'on sait qu'ils n'appliquent qu'un programme de droite ultra-libéral avec le racisme et la xénophobie en plus. Je sais pas si tu as remarqué d'ailleurs, mais à chaque élection, que ce soit par exemple les européennes, en fait, la majorité présidentielle, je mets toujours des guillemets quand je dis ça, la fameuse majorité présidentielle, en fait, à chaque fois, ils promettent des trucs du genre, on va augmenter le pouvoir d'achat, on va faire ça. Au final, ils font pas grand-chose. Donc, l'appliquer. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi dans cette France un peu périphérique, un peu oubliée, justement des politiques, et qu'on doit aller retrouver finalement, on a cette peur aussi de l'immigration.
Et ça, on le ressent dans le discours. Et ça, c'est les médias qui jouent beaucoup. Parce que, ce discours de gens qui touchent le RSA, qui touchent le chômage, ce discours de l'immigration, n'est qu'au final, leur déclassement et leurs problématiques viennent de ça. Avant qu'on soit coupé, donc Ophélie parlait d'une question très intéressante pour qu'importe où vous placez sur le champ politique, c'est la question de l'immigration. Donc, vas-y, je te laisse poursuivre là-dedans. Et en fait, ces personnes-là, ils ont tellement été martelés dans les médias que leurs problématiques viennent de cette immigration que eux ne voient pas dans leur village, etc. Qui pensent que c'est la raison de leur appauvrissement et en fait du fait que ils ont des difficultés à finir les fins de mois. Et en fait, c'est aller les voir et leur rappeler que non, le problème qu'il y a, c'est que les salaires n'ont pas augmenté depuis je ne sais combien d'années, qu'à un moment donné, il y a une inflation qui monte, sans que les salaires jamais n'augmentent, qu'aujourd'hui, avec 2 salaires, on ne s'en sort pas. Et en fait, taper sur plus petit que soi, c'est pas là où il faut regarder. Depuis la période Covid, on le voit, et encore même avant, on le voit, les patrons engrangent des dividendes qui sont monstrueuses. Vous regardez Mullier, qui est du Nord et qui possède les magasins Auchan, Leroy Merlin, etc. Regardez un petit peu combien de SMIC par semaine ils touchent. Ils sont déconnectés, ces gens-là, de cette réalité, et ils vous font croire sincèrement que vos problèmes ne viennent pas d'eux, qui gardent tout cet argent pour eux, mais du petit gars au RSA qui touche 500 balles par mois. Je veux dire, on avait le meilleur système social au monde qui était envié partout, qui disait que si un jour vous perdiez votre boulot, on était là tous ensemble pour te protéger et attendre que tu retrouves du boulot, que si tu étais malade, on serait là aussi, et que tous ensemble, en tant que nation, on soutiendrait les uns les autres. Et aujourd'hui, on est dans cette peur tellement de perdre le peu qui nous reste, qu'on va taper sur plus petit que soi, là où on devrait se dire, mais non, en fait, il faut une meilleure répartition de la richesse. Il faut que la richesse soit mieux répartie pour que tous, nous puissions vivre en fait dans de bonnes conditions, qu'on puisse vivre dignement de notre travail, qu'on puisse partir à la retraite en étant encore en bonne santé et profiter des dernières années de notre vie après avoir bossé 40 ans, de dire voilà, je veux profiter de mes petits-enfants, je veux profiter un peu de la vie. Et c'est ça aujourd'hui pour les acquis sociaux qu'on est en train de perdre, il faut se battre pour les récupérer. Toujours. Donc là, on va rentrer dans une question que je te pose par curiosité. Donc, puisque tu es candidate aux élections législatives. Donc, quand on est député, est-ce qu'on représente sa circonscription ? Ou alors, est-ce qu'on s'inscrit un peu dans l'esprit de la République, de la Constitution qui veut que les députés représentent la nation tout entière ? Pour moi, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que, pour moi, on est élu député dans une circonscription, donc dans un nombre de villes sur lesquelles on a été élu. On représente les habitants de toutes ces villes. Par exemple, moi, la 5e circonscription du Nord, elle va de l'Équin à la Bessée, elle fait 32 villes. Ce sont tous mes concitoyens et c'est pour eux que je vais me battre à l'Assemblée. Mais les problématiques locales se retrouvent toujours au niveau national parce que les questions des salaires, les questions des retraites, les questions des agriculteurs, tout ça, c'est des questions qui doivent être traitées par des lois au niveau national. Et c'est là-bas, c'est à l'Assemblée nationale qu'on se bat pour en fait nos concitoyens. Et on les représente et c'est leur voix que nous portons à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, les deux sont indissociables. Bien sûr, un député est avant tout un élu national, mais qui représente la localité finalement. Ouais. Donc, et justement, moi je l'ai vu quand j'ai regardé ce que tu faisais sur les réseaux sociaux, c'est que tu fais du porte-à-porte, c'est que tu vas parler directement aux gens, ce qui est super cool. Et justement, je voulais te poser la question, c'est quoi les préoccupations généralement qui reviennent chez les gens ? Donc autant les gens qui comprennent ton message que les gens qui sont indécis, que les gens qui te disent non, moi je sais, je vais voter Bardella. Donc voilà. C'est quoi les préoccupations qui reviennent ? Mais en fait, les préoccupations, elles sont généralement toujours les mêmes. C'est vraiment le pouvoir d'achat. Les questions des arrêts maladie longue durée pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et en fait qui eux se retrouvent dans des situations impossibles parce que voilà, ils ont commencé à travailler tôt. Macron a cassé en fait tous les critères de pénibilité par exemple. Qui sont reconnus comme critères pénibles et qui peuvent partir plus tôt à la retraite. Tous ces critères-là, ils ont été détruits. Donc, on retrouve des gens qui sont en incapacité de travailler et d'aller jusqu'à l'âge légal de retraite et qui touchent du coup encore moins que ce qu'ils devraient toucher.
et qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Après, on a les gens, mais même, des couples moyens, les deux travaillent, deux voitures, une maison, etc., ne s'en sortent pas. Et en fait, c'est vraiment la question du pouvoir d'achat et du confort, finalement, de vie en travaillant. C'est ces questions-là qui préoccupent les gens. Pour moi, l'immigration, c'est encore secondaire. L'immigration, pour moi, c'est la chose sur laquelle on va taper pour dire c'est mes problématiques, mais les problématiques qui ressortent de ces discussions-là, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre dignement de son salaire, de ne pas pouvoir être pris en charge quand on est en arrêt maladie longue durée, comme c'est le cas de mon père, par exemple, à titre personnel. Et au niveau des retraites, de ne pas pouvoir partir à un âge où on est encore en forme. Toutes ces questions-là, c'est vraiment ces questions-là qui préoccupent. Les questions aussi de démocratie, les 49.3, ils reviennent, les 49.3 de Macron reviennent généralement en disant mais en fait, ça sert à rien aussi d'élire des députés parce que de toute façon, tout passe en force. C'est un dialogue et c'est des échanges et qui sont toujours très constructifs. Et moi, j'aime beaucoup et je privilégie le porte-à-porte parce que c'est là qu'on peut faire des échanges. Après, coller des affiches, c'est sympa, hein. Faire des tractages, c'est pareil. On peut un peu échanger avec les gens, mais je trouve que le porte-à-porte, c'est le meilleur moyen d'avoir des discussions profondes avec les gens sur lesquelles ils peuvent s'étendre en fait sur toutes leurs problématiques. Et on a le temps un peu on n'est pas dérangé, on a le temps de discuter et de voir et en fait de leur expliquer qu'on peut répondre à ces problématiques-là surtout et que ceux qui se tournent vers le RN, malheureusement ils se trompent parce que c'est pas là qu'on va les aider. Et moi, en réalité, le vote RN me fait plus mal au cœur qu'autre chose puisque pour moi ils se trompent dans leur vote parce que ils veulent s'en sortir et ils pensent s'en sortir par ce vote-là et au final vont être tellement déçus de ça et moi ça m'atteint personnellement de voir ça et pour moi le meilleur moyen et j'aime être proche des gens et discuter avec eux toujours et je pense que c'est le meilleur moyen. Ouais. Et en fait c'est très cool parce que du coup on en vient justement à la question d'après, c'est que je pense que c'est très important que que ce soit par exemple les candidats qui vont aller dans les marchés pour tracter juste pour parler directement aux gens, quitte à se recevoir quelques insultes de temps en temps. Ça arrive. Ouais. Mais ça fait partie du jeu aussi. Bien sûr, on a des portes qui sont claquées, des gens qui sont très réfractaires et avec lesquels on ne peut pas parler. Et des fois, ça arrive aussi, on a des personnes qui sont très réfractaires de prime abord et avec qui on finit par réussir à avoir un dialogue petit à petit. Des fois, c'est impossible d'avoir ce dialogue, bien sûr. Mais par moments, des gens qui sont très réfractaires de prime abord, on arrive à avoir cet échange, ce dialogue, et qui est toujours très intéressant. Mais oui, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me chiffonne un tract et qu'on me le jette à la figure, qu'on me claque des portes au nez. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller voir les gens. Parce que je trouve qu'il faut pas en fait lâcher ça et leur faire comprendre que oui, il y a un mieux qui est possible. Et non, je suis pas idéaliste, j'y crois sincèrement. Et je sais que c'est faisable parce qu'on sait que c'est faisable. Ouais. Simplement. Oui. Justement, regarde, par exemple, typiquement, si les questions qui reviennent le plus souvent, c'est tout simplement avec quel argent est-ce que je vais manger le mois prochain. Et les gens, comme tu l'as dit, ils se méfient des politiciens. Donc quand tu parles de ces questions-là, ces questions économiques, en fait, toi, comment tu fais pour faire en sorte qu'ils aient pas l'impression que tu essaies de les manipuler, qu'ils aient pas l'impression que que tu sois quelqu'un qui fasse partie des tous pourris, quoi. Ouais. Tu vois. Mais en fait, je comprends aussi ce dégoût-là de la politique, parce que oui, il y a des carriéristes de politique. Mais par exemple, quand on regarde les candidats du NFP, ce qu'on voit, c'est qu'on a des syndicalistes, des membres d'associations moi, par exemple, je suis pas une politicienne de carrière. Je suis une militante avant tout qui croit et qui a des convictions personnelles et je me bats parce que je veux me battre. Et en fait, c'est pas un poste que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est me battre pour des gens. Et en fait, je pense qu'il faut élargir ce panel, ne plus avoir seulement des politiciens en cravate qui vous disent mais oui et qui vous écoutent à moitié et d'avoir en fait des gens qui sont une représentation nationale, qu'il faut des ouvriers, des syndicalistes, il faut des patrons d'entreprise parce que ils sont une représentation nationale, il faut il faut de tout je pense pour représenter la France à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir des débats construits sur des idées. Et puis seulement, les mêmes, le politicard qui font des beaux mots. Il faut des vrais gens, à un moment donné, qui représentent la nation. Ouais. Parce qu'ils comprennent et qui peuvent parler pour les concitoyens en disant,
je sais les problématiques parce que moi-même je les vis, moi-même je les ai vécues. Et moi, ce que je leur dis aussi, c'est que j'ai pas été élue en 2022. Mais pourtant, j'étais quand même à toutes les luttes sociales qui se sont passées sur ma circo et au-delà. J'étais sur les luttes sociales parce que je me battrai toujours pour ce en quoi je crois. Et moi, je m'attendais pas à une dissolution, je m'attendais pas à être candidate de nouveau non plus. Et c'est ce que je leur dis. Je dis, moi, je suis quelqu'un comme vous. Et je veux vous représenter parce que, voilà, on est pareil. Et je leur dis toujours, si un jour je suis élue, si demain je suis élue et que j'ai une permanence parlementaire, il y aura l'adresse, vous venez me tirer les oreilles quand vous voulez parce que je vous représente et le travail que je fais, que je ferai, c'est pour vous représenter et pour travailler sur les questions qui vous posent problème. Et parfois aussi, moi je tombe sur des gens qui me disent mais moi j'ai pas la nationalité. Je crois que je suis tombée sur un couple russe ou ukrainien, malheureusement j'ai pas tellement su, qui me disait mais nous on n'a pas la nationalité. Et je leur dis mais c'est pas grave. Et je leur dis vous prenez le tract quand même parce que demain si je suis élue, je vous représente quand même. Vous faites partie des gens qui habitent cette circonscription et vous faites partie de la nation française. Même si vous n'avez pas le droit de vote, je vous représente. Donc voilà, c'est important de savoir ça aussi. Et c'est mais doit y avoir, il y a des gens par exemple un peu il y a des gens qui sont peut-être un peu introvertis, tu vois, qui ils supporteraient pas comme ça d'avoir plein de conversations, mais justement ça doit être assez intense pour là-dedans, ça doit être intense d'avoir toutes ces conversations avec tous ces gens-là. Là tu me donnes des exemples, ça veut dire que c'est forcément des exemples qui t'ont marqué, tu vois. Donc mais est-ce que tu pourrais raconter une journée typique par exemple où tu vas à la rencontre des locaux et voilà, et justement est-ce que toi il t'est arrivé d'avoir des réactions négatives? Voilà, t'en as un peu parlé mais j'aimerais bien que tu détailles. Alors je vais commencer peut-être par la réaction négative et puis après je vais poursuivre sur une journée type, mais je suis allée à Wattignies pas hier, avant-hier je crois. Je faisais un porte-à-porte à Wattignies et j'avais un militant, un camarade à moi, d'origine africaine, qui était avec nous. Et on voit que la parole qui existe, la parole raciste de l'extrême droite, se libère, comme on a pu le voir dans le reportage il n'y a pas longtemps, où la dame dit à la niche à une dame pareil d'origine africaine. Et là, à mon camarade qui est un homme adorable pour le coup et qui pareil milite avec conviction, elle lui a dit non mais toi tu rentres et tu me parles, je te brûle quoi. Et ça m'a profondément choquée parce que oui, cette parole-là aussi se libère et ça m'a profondément choquée parce que moi je me considère comme humaniste et de voir ça et ça m'a terriblement choquée, clairement. Et ça c'est arrivé il y a 2 jours de temps et je trouve ça vraiment dommage. Ça m'est pas arrivé à moi personnellement mais je trouve ça marquant pour moi. Et du coup, à quoi ça ressemble une journée type dans ton quotidien de candidate? Une journée type, alors là, vu qu'on est sur une campagne qui est vraiment express, parce qu'on a dû tout faire sur les chapeaux de roue. Ma circonscription est pas une circonscription très facile, puisqu'on a 32 villes et communes dans la circonscription, là où la première, deuxième circonscription du Nord ou d'autres font 4-5 villes qui sont très rapprochées, qui sont accessibles en transport en commun, etc. Là, moi, j'ai 32 villes où d'un bout à l'autre, on est obligé d'y aller en voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. On a des espaces ultra-urbains, là et des espaces très périphériques, très ruraux aussi. Donc vraiment, il y a une diversité de population aussi sur cette circonscription. Et l'accessibilité n'est pas forcément évidente non plus au sein de cette circonscription. Sur une semaine de campagne, on a réussi avec tous les militants à faire 21 villes sur 32. On continue cette semaine et je reçois des messages qui disent mais il faut passer dans ma ville, le RN monte, il faut absolument que vous passiez, ou des gens qui disent mais le RN a recollé, il faut repasser vraiment, et qui sont un peu désespérés et on fait le maximum pour aller les voir.
Voilà, nous on privilégie vraiment le contact avec les gens. Là où le député sortant RN, lui, va faire tous les marchés, vraiment, il a fait AutoWeb ou etc. Mais il va pas au contact des gens, il boite, voilà, il met son tract, c'est une lettre de motivation. Là, il n'y a pas de programme de toute façon, il change tous les jours, mais il va pas au contact des gens. Et là, nous, on essaye de faire ça. Et du coup, on a programmé au maximum de faire toutes les villes de la circonscription au maximum. On a fait Wattignies toute la journée il y a 2 jours, on a fait Seclin toute la journée hier, du marché jusqu'à 20h30 le soir. Donc pour essayer de recouvrir au maximum la ville, on a fait les villages, on a fait Saint-Gahan-Ouai, Pouplan-Aucoine, on a fait... mais en fait, on essaye vraiment d'aller partout, pas seulement dans les villes, parce qu'on sait que dans les villes, on fait des meilleurs scores, etc. et moins dans les ruralités ou dans les espaces périurbains. Mais on tient à y aller et à échanger avec tout le monde. Et du coup, on se programme voilà, des journées dans les villes. Et des fois, on se sépare, etc. Parce que forcément, 32 villes en 2 semaines, c'est assez impossible. Mais voilà, on veut aller partout et discuter avec tout le monde. On fait toute une journée voilà, de porte-à-porte, de boitage. On essaye de faire les marchés aussi. Parce que c'est pas forcément les mêmes populations qu'on rencontre dans les marchés, et puis selon le moment de la journée, c'est pas non plus les mêmes personnes, parce que il y a des gens qui travaillent, il y a des retraités, il y a des gens qui il y a des mères au foyer, des pères au foyer, etc. Donc ça sera pas forcément les mêmes personnes qu'on va rencontrer tout au long de la journée. Ouais, il doit y avoir une grande diversité de profils que tu vois, parce que tu statistiquement, tu vas littéralement dans toute la population de la circo, donc tous les jours ça doit être différent. Mais moi je trouve que l'avantage de cette circonscription, même si elle est plus difficile pour militer dessus, je trouve qu'elle est bien parce que y a une diversité qui représente bien finalement un peu toute la France, parce qu'on a un peu tout. On a des territoires qui sont désindustrialisés, on a voilà des populations qui habitent dans cet espace un peu périphérique de la métropole et qui vont travailler en métropole. On a des gens qui sont plus éloignés, il y a des ruraux. En fait, je trouve qu'on a une belle représentation nationale et c'est d'autant plus intéressant de vouloir aller partout pour pouvoir représenter un peu tout le monde. Ouais. Alors, dernière question, ça c'est une question un petit peu bonus, c'est quelque chose qui est de plus en plus, ça fait pas mal d'années que c'est une question qui est présente au sein de la gauche, c'est le revenu universel. C'est donc toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que candidate du NFP et même à titre personnel? Je vais parler plutôt à titre personnel, et je pense que ça rejoint la ligne de la NFP. Ça dépend ce qu'on entend par revenu universel aussi. Qu'est-ce que tu entends par revenu universel? Parce que si c'est le même revenu pour tout le monde, on le sait, c'est infinançable. Ça n'existe pas, et pour moi, c'est une utopie. On ne peut pas dire du jour au lendemain, tout le monde le même salaire et tout le monde... Voilà, ce monde-là n'existe pas, et pour moi, c'est une utopie, c'est un idéalisme. Personnellement, je suis contre ce revenu universel, parce que c'est inatteignable, c'est infaisable, c'est infinançable, ça n'existera pas. Ouais. Par contre, une mesure pour laquelle je serais pour, c'est de limiter les écarts de salaire entre les patrons et les employés. De limiter, d'avoir un écart de 1 à 20, ce qui fait quand même un très bon salaire pour les patrons, et tout en augmentant les salaires, et plus on augmente d'ailleurs les employés, plus le patron gagnera plus. Mais je pense un écart de salaire, ça serait quand même bien. Parce que comme ça, il y a le patron qui gagne plus, etc. Bon, c'est bien. Mais il n'y a pas cette déconnexion non plus de... Et je crois depuis les lois Macron, il y a en termes de différence de salaire, c'est les conventions collectives, c'est tout ça. Mais je crois Macron, il avait fait quand même pas mal de trucs pour limiter ça et faire en sorte que justement, ça soit purement au niveau de l'entreprise, que ça soit négocié uniquement au niveau de l'entreprise. Donc ça serait bien qu'on ait ça au niveau national, parce que c'est quand même, je suis d'accord avec toi, hein, c'est quand même pas normal. Enfin, désolé si je donne un petit peu mon avis, mais bon, on parle de politique, on est bien obligé. C'est vrai que c'est pas normal et que faut quand même faire quelque chose pour limiter ça, parce que surtout pour les dividendes. Enfin, la
France, c'est un pays qui est où il y a des impôts, il y a des cotisations, il y a énormément de niches fiscales, il y a énormément de dépenses de l'État par rapport au PIB. Et là, je crois que c'était 56% en 2020, hein, c'était énorme. Et pourtant, la France, c'est le pays en Europe qui produit le plus de milliardaires. Et c'est là, quand tu vois la défense, là, tu as toutes les grandes entreprises, Deloitte, KPMG, toutes ces entreprises-là. C'est là où on peut les casser finalement. Et puis, en fait, sur la réforme du Code du travail, et de laisser libre aux entreprises. Avant, on avait un code par branche et qui découlait ensuite sur les entreprises individuellement. Et après, l'entreprise pouvait payer plus, ça c'était. Mais il y avait un minimum par branche. Là, de laisser libre aux entreprises de fixer ça, en fait, c'est aussi de redonner du pouvoir aux patrons, de limiter les salaires et ça, c'est terrible de voir ça. Il a tout fait pour casser les acquis syndicaux et les acquis du travail, finalement. Et c'est pareil, quand on entend la droite, l'extrême droite, etc., se dire qu'ils vont défiscaliser des choses sur les salaires. Et en fait, ils vont prendre sur la part sociale du salaire. En fait, le cadeau qu'ils font aux patrons, c'est d'enlever la part sociale des salaires, c'est-à-dire ce qui paye la sécurité sociale, ce qui paye le chômage, si jamais vous perdez votre emploi, toutes ces choses-là vont être retirées, ce qui fait que demain, vous allez payer votre mutuelle privée plus cher, que vous n'allez plus être remboursé par la Sécu, que vous n'aurez plus accès aux soins de santé. Déjà qu'à l'heure actuelle, rien qu'aller chez le dentiste, je veux dire, aller chez le dentiste, c'est pas accessible à tout le monde. Et on se souvient de moqueries de certains politiciens sur les classes populaires et voire les classes pauvres, parce que c'est difficile d'accès. Et là, de casser tout ça, ce le sera d'autant plus. En fait, on va finir, parce qu'on est sur un modèle américain, de finir comme les Américains, à s'endetter comme pas possible pour faire des études, et puis de s'endetter pour avoir des soins de santé, d'avoir une dette de 40 000 euros pour avoir un enfant. Et en fait, tout ça, justement, il faut se battre contre ce modèle-là et se dire, on s'est battu, on avait un modèle qui était quand même un des meilleurs au monde, et se dire, il faut le récupérer, et de dire aujourd'hui que c'est plus finançable, parce que l'argent va plus dedans, il va ailleurs, en fait, il va aux grands patrons. Et c'est rappeler ça, c'est que oui, on a de plus en plus de milliardaires, parce que l'argent qui devrait être pris à ces grandes fortunes ou aux entreprises comme McDonald's qui sont implantées en France et qui ne payent pas d'impôts en France, et ben en fait ces entreprises-là et ces grands patrons-là devraient payer des impôts. Il faut un rétablissement de l'ISF, parce que pourquoi les classes populaires, les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures devraient avoir tout le poids de l'économie et du financement, des retraites, du chômage, de tout sur leurs épaules. Donc non, à un moment donné, oui, il faut remettre en place l'ISF et retaxer les patrons et les entreprises. Et il y en a marre des cadeaux aux entreprises. Il faut que chacun puisse s'en sortir aussi dans la vie. En tout cas, Ophélie, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, c'était super cool. On sent en tout cas que tu parles avec le cœur, c'est vraiment super cool. Donc ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai vu que tu faisais du porte-à-porte, vraiment du militantisme très actif. T'as bien répondu aux questions, donc c'est pas pour me jeter des roses, mais t'aurais pas eu ce genre de truc avec d'autres journalistes en mode est-ce que vous condamnez Et possiblement, et c'est bien aussi, je trouve, de laisser la chance en fait aux candidats d'avoir une pensée individuelle et pas seulement ce truc de ce rejout médiatique de oui mais vous êtes ceci, vous êtes cela, et en fait d'avoir aussi une pensée profonde de quelqu'un pour qui on a peut-être envie de voter. Donc ça c'est intéressant, et puis je te remercie du coup pour cette invitation. Non, c'est normal, merci à toi. Donc merci à vous si vous avez regardé jusqu'au bout, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut. C'est top. Je suis trop content.